Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 25e épisode de recevoir Anne-Claire Duval. Anne-Claire, comment vas-tu? Bonjour Joël, écoute, je suis ravie d'être avec toi. Écoute, c'est un plaisir partagé. En plus, je pense qu'en appel en France, tu es à Aix-en-Provence. Donc un peu de soleil pour nos amis du Nord. C'est super. Pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, nous allons nous attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprise par un échange convivial. Donc, comme je l'ai dit, nous allons à Aix-en-Provence, le soleil, encore en cette saison. Assez parlé, commençons par le début. Anne-Claire, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 28 ans et j'habite à Aix-en-Provence depuis 1 an et demi. C'est assez récent. J'étais à Paris avant, j'ai grandi à Paris, fait mes études à Reims et puis j'ai commencé, voilà, je reviendrai un petit peu dessus après, mais j'ai travaillé à l'étranger et en France. Et puis, pour des raisons de boulot, il y a 1 an et demi, j'ai déménagé à Aix-en-Provence. Et puis maintenant, j'ai quitté mon ancienne entreprise, celle que j'avais suivie à Aix. Et j'ai ouvert la mienne, donc je fais du marketing en indépendante pour des entreprises digitales. Et j'ai créé un podcast que j'ai lancé il y a 3 semaines. Et donc voilà, j'ai ces deux activités en parallèle aujourd'hui. Ah ok, donc c'est tout récent, donc c'est très bien. On va revenir en plus en détail puisque ce qui nous intéresse sur ce podcast, c'est aussi le cheminement de personnes comme toi qui étaient salariées, qui, au bout d'un certain temps, ont laissé l'activité de salariat pour se lancer dans ses propres projets. Raconte-nous un peu comment tu en es arrivé là. Je pense que tu étais entre la France et l'Asie, c'est ça? Exactement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai grandi en région parisienne à Versailles. J'ai eu une enfance absolument géniale avec des parents top, un cadre super. Et en fait, je me suis un peu laissée porter par la vie. Mes parents me disaient Anne-Claire, fais une prépa. Donc je fais une prépa. Anne-Claire, fais une école de commerce. Je Une fais une école de école de commerce. commerce. Anne-Claire, va travailler dans un grand groupe. Je vais travailler dans un grand groupe. Alors bon, bref, j'étais quand même assez docile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mes études et j'ai commencé par 1 an de voyage où je travaillais pour une entreprise chinoise implantée aux États-Unis. Et en fait, je passais ma vie dans les aéroports, un peu à droite à gauche. Je faisais du marketing pour eux. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'intérêt ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de passer ma vie dans les aéroports. Même si j'aimais beaucoup mon travail, même si j'aimais beaucoup mes collègues et les personnes que j'ai rencontrées, Mhm. ça restait quand même physiquement assez éprouvant. J'avais Ouais. plus de vie sociale en France. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a décidé de quitter l'entreprise, ce qui m'a fait me décider, c'est quand j'ai été débauchée par L'Oréal à Paris. Et en fait, donc sur le papier, c'était génial. L'Oréal, superbe boîte, Mhm. avec un poste et une équipe et un projet qui était dingue. Mhm. Et donc, je suis allée chez L'Oréal, mais j'ai fait un in and out. C'est-à-dire que je suis restée 3 mois. Et au bout de Ah, 3 mois, je suis partie. Parce que L'Oréal, c'est une très très grosse boîte. Et soit on tombe dans une équipe où ça fonctionne très bien, soit on tombe dans une équipe où ça fonctionne pas. ouais. Moi, il se trouve que j'ai pas eu de chance et que je suis tombée dans une équipe, dans une toute nouvelle équipe où la personne responsable était complètement tarée. Ça, je vais pas mâcher mes mots, mais elle était folle, connue dans la boîte Aïe, pour avoir envoyé des gens en dépression. Et en fait, d'accord. moi, j'arrive là, je vois que c'est le bazar et je me dis, ok, le grand groupe, sympa sur le papier L'Oréal, mais en fait, non merci. Ouais, c'est le Donc risque. je suis partie. Comme quoi, c'est Voilà. le risque de. C'est pas que la société, c'est les gens avec les managers avec qui on travaille qui doivent être un tuteur et inspirés. Bon, je pense que j'ai un peu vécu ça par le passé. Pour pas Ouais. citer, ça a une grosse influence, puisqu'au final, c'est que de l'humain, hein. Le plus important, c'est le relationnel, manager ou l'équipe en général. Et s'il y a un élément qui est pas bon dessus, ça peut être trop dangereux pour sa santé. Donc c'était un peu, ça explique ton choix assez rapide de dire je vais pas me mettre en Ouais. risque, c'est ça.
D'accord. Exactement. Alors après, ce qui faut quand même pas, je crache pas du tout sur L'Oréal parce que je connais des personnes et j'ai des amis qui y travaillent et qui sont dans des super équipes, qui s'épanouissent. Ça y a pas de problème. Moi, j'estime juste que j'ai pas eu de chance et que je suis pas tombée sur la bonne personne. Ouais, t'as fait un choix. Et du coup, ouais. Et du coup, je suis partie au bout de 3 mois. Et ma condition pour partir, c'était OK, je pars, mais je pars pas pour rien faire. Je pars pour travailler sur un autre projet. Et j'ai trouvé un CDI dans une autre entreprise bref, parisienne, dans laquelle je faisais aussi du marketing. Donc, c'était une entreprise brésilienne. Je travaillais à Paris, mais j'avais un cadre de travail extrêmement international. Je bossais avec des gens super. Bref, je me suis beaucoup épanouie humainement. J'ai énormément appris. J'avais une manager qui était topissime. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise, comme elle était internationale, elle a décidé de relocaliser tous les départements marketing d'Europe à Madrid. Le contrat qui était proposé par les Madrilènes était un contrat local et donc forcément qui dit contrat à Madrid dit salaire inférieur à ceux de Paris et c'était vraiment pas du tout intéressant pour moi de faire ce jump là. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de quitter la boîte en très bons termes et puis je me suis remis à chercher oh non c'est pas vrai, je me suis pas mis à chercher tout de suite, je me suis dit que ça faisait un moment que j'enchaînais les expériences et que j'avais un peu envie de me poser et en fait en 2 mois, je croyais pouvoir me poser, faire des choses, enfin prendre du temps pour moi, mais pas du tout. En 2 mois, je croise le chemin d'une personne qui sera mon futur boss pendant un peu moins de 3 ans. Et qui me fait monter sur un projet que j'ai adoré. Le projet n'existait pas. C'est une start-up dans les voitures de collection qui s'appelle Car Jaeger. Et c'est une boîte qui fait de Car Jaeger. Donc Car comme en anglais et Jaeger en allemand chasseur. Chasseur, ouais. Ok. Alors, ouais, désolé, j'ai pas du tout la bonne prononciation. Non, mais c'est pas de problème. C'est pour ça que je demandais parce que je dis. Mais excuse-moi, continue. Non, je t'en prie. Et du coup, voilà, je commence à bosser dans cette boîte avec les 2 fondateurs qui sont des personnes extra. Le projet est intéressant parce que moi, je venais un peu du monde de la tech, du web. Et là, on me dit, tu vas aller créer une boîte qui va un peu révolutionner la manière dont on achète et on vend des voitures de collection. C'était, dans ma tête, ça a fait erreur 404. Je comprenais pas quel était le rapport entre le web et les voitures de collection. Ouais. J'ai très vite compris. Et pendant un peu moins de 3 ans, je me suis vraiment épanouie dans cette entreprise. J'ai eu la chance d'avoir des boss qui m'ont fait rapidement confiance. J'ai pu mener plein de projets et ça a été super. Mais il y a un moment où j'ai senti les limites, enfin c'était mes propres limites que j'ai senties, pas forcément celles de la boîte. Et j'ai senti que voilà, j'avais besoin un peu de voler de mes propres ailes, j'avais besoin un peu de me mettre en danger parce que bon, mon parcours avait toujours été extrêmement, alors j'ai envie de dire fluide avec le recul, même si sur le moment c'était pas forcément, voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis j'ai pris la décision de passer en freelance et ça a été un peu une des décisions les plus importantes de ces dernières années parce que ça voulait dire quitter la sécurité du salariat, mettre les pieds dans un environnement que je connaissais pas du tout. Est-ce que j'allais trouver des clients, est-ce que j'allais être capable de monter ma boîte, est-ce que j'allais être capable de m'entourer parce que j'allais être seule, enfin bref, toutes ces questions-là que sûrement plein de gens se posent. Tu t'es mis en freelance quand? En janvier 2021, c'était il y a 9 mois. Ah, début de cette année alors, ok, d'accord. Ouais, c'était au début de l'année. Et en fait, tout s'est fait de manière extrêmement fluide. J'ai trouvé, j'ai rapidement réussi à m'entourer avec d'autres freelances qui m'ont tendu la main, qui m'ont conseillé, rassuré par rapport à toutes ces petites choses toutes ces questions qu'on se pose. Ouais, j'ai trouvé rapidement des clients. J'ai beaucoup travaillé. En même temps, on n'a rien sans rien, donc j'ai pas mal travaillé ces derniers mois. Et en fait, je pense que j'ai fait une erreur de freelance. La première erreur qu'on fait, c'est prendre trop de clients par rapport au temps qu'on a imparti. Oui, c'est ça. La deuxième erreur, c'est de pas savoir encore fixer son prix aussi. Ah ouais, ça je l'ai fait aussi, mais je l'ai fait qu'une fois. Ouais, ça on le fait une fois, ça c'est normal. Ouais. Okay. Et voilà. Et si tu veux, jusqu'à juillet, je me suis retrouvée. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris. J'ai non seulement dû apprendre une nouvelle manière de fonctionner avec des clients. On n'est plus dans une seule boîte. Donc, il faut gérer plein de projets en même temps, mais il faut gérer sa compta, son admin, sa vie sociale, parce que, enfin voilà, il y a tout qui devient différent. Mais en même temps, je me suis jamais dit une seule fois que le choix que j'avais fait était le mauvais.
Ok. Ça fait que quelques mois, mais pas une seule fois, en fait, là où c'était pas forcément le cas quand j'étais dans le salariat, pas une seule fois depuis 8 mois, je me suis dit, oh là là, mais quelle bêtise tu as faite. Pas du tout. Ok. Ça veut dire que peut-être l'idée, c'est se poser la question, se dire, en fait, dans ta tête, tu avais besoin de cette action. Je pense que, enfin, je sais pas, on en a discuté un peu avant de faire l'enregistrement. Ça veut dire qu'au fond de toi, bon, le fait que t'as eu un parcours assez balisé ou sécurisé, comme tu l'expliquais sur Ouais. ta jeunesse, va faire tes études, va faire une école, va faire une prépa, va faire une école de commerce, le boulot qui débouche derrière. Et au final, pour pas être méchant, mais voilà, la cuillère, c'est quoi, la cuillère dorée ou d'or dans la bouche, trop Ouais, facile. exactement. Ça t'a C'est ça. conditionné dans ta tête en te disant, mais moi j'ai envie un peu comment dire, d'affronter le monde, de me mettre en risque, c'est ce que tu viens de dire, sortir de ta zone de confort. Et comme tu avais déjà, je pense que c'est aussi lié au mental aussi, hein, tu avais un mental costaud là-dessus en disant, au final, c'était le bon choix et c'est un état d'esprit, quoi. C'est ça. Et je pense que même ça va plus loin. C'est vrai que tu as complètement raison. Moi, j'ai une petite cuillère en argent, en or, ou bref, comme tu veux, dans la bouche Je sais plus comment on dit en quelle depuis que langue. je suis née. Ok. Ouais, voilà. Mhm. Mais le truc, c'est que je crois qu'il y a un moment, j'ai eu besoin de savoir ce que j'avais vraiment dans les tripes. C'est Tu vois, ça. c'est Mm. qu'est-ce que j'allais être capable de faire toute seule, qu'est-ce que j'allais être capable de construire, et voilà, comment est-ce que j'allais réagir. Et alors, j'ai pas fait koh, on va pas quand même se mentir, Mhm. mais j'avais besoin d'avoir au moins ce pan-là de ma vie où je me dis, ok, maintenant c'est toi et toi seul, et Mhm. t'y vas et tu regardes ce qui se passe et tu bosses et tu bosses et tu regardes ce qui se passe. Et Mhm. c'est ce que je fais là depuis 8 mois. Et je m'éclate, quoi. Alors, c'est pas marrant tous les jours, Non. mais je suis. En fait, j'ai gagné un sentiment de fierté. Voilà, je suis fière de moi. Ce que je fais, je le dois qu'à moi-même, qu'à mon travail. Mm. La seule limite à ça, c'est que je me rends compte aussi aujourd'hui, c'est que seule, on va quand même pas très loin. Si j'étais pas entourée, ça marcherait pas. Qu'il y a aussi une chose, c'est que voilà, être freelance, enfin en tout cas pour moi, la manière dont moi je le vois, je vais pas m'exprimer pour les autres, Non, non. mais c'est quand même très répétitif. On a un client, on fait bien le job, on est payé, on On fait réitère les la mission, factures. etc., Ouais, etc. ouais. Mais ça manque peut-être un peu, c'est une première brique d'un projet plus grand, mais voilà, Peut-être je peux pas m'arrêter là. Peut-être parce que Tu c'est... vois. Bon, après, tu disais, ça fait 8 mois, c'est-à-dire que pour l'instant, tu es dans le début, et l'étape... Alors, ce que j'aime bien, ce que tu as dit, c'est, comme on disait, pour aller vite, faut aller tout seul, pour aller loin, faut aller accompagné. Je pense que c'est un peu ce que tu as dit avant. Ça, c'est le premier point. Exactement. Et l'autre point, je pense aussi, c'est bon, c'est dans les premiers mois, et ce qui est très appréciable, enfin très bien pour toi, je trouve, et je t'en félicite, c'est de dire, bon, j'ai des clients, ça rentre régulièrement, tu découvres déjà, on va dire, le point, le rébarbatif, il y a toujours le côté désagréable, hein. Moi, je dis toujours, dans une activité, il y a des activités où on s'éclate, où on apprécie, parce que, par exemple, le contact avec le client, ou dénicher un nouveau client, résoudre son problème. Après, le côté moins agréable, c'est la facturation, les relances, faire la compta. Mais ça fait partie. Oui. Peut-être, donc la question c'est, bon, tu es au début de la phase, et après c'est ce côté rébarbatif. La prochaine étape, c'est peut-être l'automatisation. Ouais, mais sachant que tu vois, par exemple, la compta, c'est déjà automatisé. Ouais, J'ai une boîte enfin, c'est pas moi qui l'ai, mais je fais appel à un prestataire oui, externe qui est une entreprise d'experts comptables qui me fait ma compta, ouais. qui m'a mis des outils à disposition. Donc, tous ces trucs un petit peu, voilà, relous, bah, c'est fait. Mais c'est vrai que Donc il faut maintenant, faire par des experts. Voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre cette compétence. ouais, Puisque ton cœur de c'est ça. métier, c'est le marketing. Et je pense que c'est ce qu'on peut partager ici à nos auditeurs. Ouais. C'est que, et c'est ce que tu fais correctement, c'est-à-dire te concentrer sur ton corps de métier ou ton idée et les tâches annexes qui ne font pas partie du cœur de ton métier, du corps, Ouais. de les déléguer. C'est bien parce que... C'est hyper important. Ouais, C'est hyper important simplement, je vais te donner gestion un du temps. exemple extrêmement pragmatique. Mhm, C'est que le cabinet d'experts comptables que j'ai, je le paye 110 euros ou quelque chose comme ça par mois. mhm, Et moi, j'ai un taux journalier moyen de 800 euros. mhm. Ah oui. Et donc, tu vois facilement en faisant le calcul qu'il vaut mieux que je paye ce cabinet d'experts comptables pour me faire ma compta et me débarrasser Ouais, de ce de sujet. ce sujet qui ne m'anime pas vraiment, Que pour consommer du temps, justement toi. me Ouais, concentrer sur mes clients, quoi. exactement. C'est une vue globale et je pense que c'est la bonne approche. Et c'est bien de le partager là parce que, courte expérience un peu comme toi, j'avais fait de l'import-export. D'entrée, j'avais pris aussi un comptable qui me faisait tous les mois, je lui donnais tous
comment on appelle ça, mes factures, mes frais, et il faisait les déclarations pour la TVA par exemple, puisque ça se fait au mois. Après, j'avais mis une routine, c'est-à-dire que je savais à la fin du mois toutes les facturettes, les relevés, les entrées, les sorties, donner ça à l'expert comptable et lui faisait la déclaration pour la TVA, et ainsi de suite. Ça me permettait de me concentrer sur mon activité. Bon, pour résumer, donc on a un peu parlé du cœur de métier d'un freelancer ou de ton projet. Ça, on a parlé un peu compta, on a un peu fait une digression. Ça nous fait venir un peu à comment on gère son temps quand on est à son compte. Parce que je pense que malheureusement, une journée n'a que 24 heures. Ouais, et en fait, quelque part aussi, heureusement, Oui. heureusement, parce que si les journées duraient plus, je pense qu'on serait tous en train de les bourrer encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Non, mais tu as complètement raison. La gestion du temps, c'est un sujet qu'on touche dès le moment où on commence à se mettre en freelance pour des raisons qui sont simples. C'est que comme on n'a plus un 9h, 19h, alors je sais pas ce que les gens font en salariat d'habitude, comme on n'a plus 9h, 19h où on se dit de 9h à 19h, je suis au travail, Ouais. le reste du temps, je fais autre chose. Il faut qu'on se réinvente un planning, il faut qu'on se réinvente une manière de faire. Par exemple, moi, il y a des journées, c'est le lundi matin, je serais censée me mettre à travailler, je sens que j'en ai aucune envie. Et du coup, ce que je fais, c'est que je travaille pas. Je l'ai pas fait souvent, mais sur ces 6 derniers mois, il y a une journée que j'ai dû passer au lit à regarder Netflix plutôt que travailler. Et par contre, il y a des moments aussi où le samedi après-midi, je me sens hyper inspirée pour faire une mission, donc travailler pour un de mes clients et j'en ai vraiment très envie, je vais pas m'en priver. Et donc on a vraiment une gestion du temps qui est un peu différente et surtout, plus que la gestion du temps, c'est la gestion de sa propre énergie. Et ça, c'est un des points, quand je disais un peu plus tôt dans l'interview que voilà, j'avais fait cette erreur de prendre trop de clients, j'ai fait l'erreur de pas savoir gérer ma propre énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est fatal parce que quand on n'a plus d'énergie malheureusement pour avancer et qu'on est seul, il y a personne qui va nous faire avancer. On donc est c'est bien encore d'accord. plus crucial d'y faire gaffe, quoi. Je pense qu'on touche un sujet super intéressant là-dessus et je pense que même les salariés le découvrent. Moi, je le découvre ça en tant que le home office. Tu es tout seul derrière ton PC. Bon, j'ai la possibilité de m'organiser moi-même et c'est vrai, comme tu le dis, on a alors je sais plus comment, je crois qu'en anglais on appelle ça les flows, c'est-à-dire que tu as une période de concentration. Après, ça peut être de 90 minutes. Certains gens, c'est travailler 90 minutes en concentration maximum sur un sujet et mettre une pause de 20 minutes. Donc c'est vrai que y en a qui travaillent très tôt le matin et qui ont les super idées parce qu'ils sont pas dérangés par le téléphone, ils regardent pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que les gens dorment. Ou il y en a d'autres qui sont plutôt à travailler le soir, on appelle les hiboux, on va dire, le soir, où c'est un peu plus calme, comme quand je fais ces enregistrements, par exemple, on les fait en soirée, parce qu'on a un moment un peu plus pour nous de s'ouvrir, de prendre le temps, voilà, ça fonctionne comme ça. Je trouve l'idée, alors ta remarque sur dire le lundi matin, pas envie. Et peut-être que c'est nécessaire, en fait, c'est écouter son rythme à soi-même, son rythme biologique, en se disant, tant pis, sans culpabiliser. Je pense que c'est le plus important aussi. Ça c'est bien vrai. C'est vrai que il faut. Moi, la première fois où j'ai décidé de pas bosser une journée parce que je me sentais pas bien ou pas assez bien, j'ai culpabilisé. Et en fait, j'ai appris avec le temps justement à gérer ça. Et je pense que c'est super important. Et honnêtement, tu t'es pas rendu compte qu'après, au final, en te disant, mais non, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, tu as livré ce que tu avais à livrer. Bien sûr. Alors après, le fait de savoir s'écouter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant avec soi-même. On est bien d'accord. Je pense que c'est hyper important aussi on peut être, on entend beaucoup aujourd'hui dans les médias, dans la presse, avec toute cette espèce de développement, tendance du développement personnel. Oui, il faut s'écouter, il faut pas faire des choses dont vous n'avez pas envie, faites ce qui vient de vous. Ouais, mais en fait, il y a un moment, il faut aussi se bouger les fesses. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses, on est d'accord. Et il faut fuir quelque part aussi la médiocrité et essayer de
pas s'approcher de cette zone-là. Et malheureusement, comme la médiocrité, c'est un champ qui est assez facile à atteindre, peut se laisser facilement pencher dedans. Donc il faut toujours garder un niveau d'exigence qui soit assez haut pour nous préserver de ça. Mais en même temps, faut pas être un tortionnaire envers nous-mêmes, quoi. Donc c'est cette espèce d'équilibre à trouver en permanence. Moi, je dis pas que j'y suis parfaitement arrivée, loin de là. Mais en tout cas, je suis consciente qu'il est là et je suis consciente que c'est l'endroit sur lequel il faut que je travaille. C'est garder, aller chercher un certain level d'exigence, mais en même temps me foutre la paix quand j'en ai vraiment besoin. Ok, alors comment tu arrives par exemple à te dire, bon maintenant il faut que je m'y mette, tu te définis des objectifs ou à la semaine, à la journée? Enfin, moi j'ai une idée là-dessus, hein, l'histoire de, bon, le matin, enfin moi je fonctionne comme ça, le matin, 3 objectifs à atteindre ou 3 actions à fermer, Ouais. au travail et perso. Tiens, il faut que je finisse, j'en sais rien, ce week-end, je dois finir de peindre telle chose. Est-ce que tu fonctionnes comme ça ou comment tu vois la chose? Alors, j'ai une organisation, en fait, tous les vendredis. Là, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire après notre call. C'est que je prépare le planning de la semaine d'après. Donc, Exactement. Mhm. l'idée, c'est que je me mets des plages de travail. Je dis, bah voilà, je sais que pour tel client, j'ai ça à faire. Je sais que pour mon projet perso, j'ai ça à faire. Je sais que j'ai telle amie qui est de passage à Aix. Donc, Je vais la voir. mhm, Et je mets ça dans mon agenda. Et par contre, donc ça veut dire que le lundi matin, j'arrive dans ma semaine. Je sais déjà que tout est planifié. mhm. Mais ça ne m'empêche pas de bouger des blocs Oui. les moments où j'en ai besoin. Mais je sais qu'à la fin de la semaine, tous mes blocs doivent être faits. Ah ok, d'accord. Donc c'est un Donc peu une gestion de voilà. de tâches à la semaine. C'est un peu ce que je fais moi le vendredi quand je fais ma réunion avec le client pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on a livré, qu'est-ce qui a bien fonctionné. C'est un peu l'approche agile. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas Exactement. fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Et bien sûr, après la vue, bon, après quand c'est des gros projets, qu'est-ce qu'on doit livrer dans 6 mois ou qu'est-ce qu'on doit livrer à la fin de l'année. Ah non, ça c'est très bien. Mm. Donc oui, je pense que c'est le besoin d'une autodiscipline, hein. Sans discipline et sans organisation, ben, si tu te fixes pas d'objectifs ou de choses à atteindre, ben, ça va traîner. Je pense que j'en ai discuté déjà avec une autre personne à une autre interview précédemment. Et on arrive à la même approche en se disant, bon, oui, voilà, il faut s'écouter, comme tu le disais. Ben, il y a des jours peut-être, ben, non, on n'est pas dedans, on va pas s'y mettre. Mais se dire, ok, je déplace ce bloc et pour telle date, il faut que je livre ça. Toujours en se questionnant, ok, est-ce que j'ai encore de la marge pour finaliser cela? Exactement. Bah, c'est un peu, je suis sincèrement convaincue que on ne peut s'épanouir que quand on a un cadre bien distinct. Mhm, Alors, libre à chacun de définir ce cadre, mais à l'échelle, par exemple, de la semaine est le cadre. Il mhm, y a des éléments dans ce cadre-là. J'ai pas besoin forcément que tout soit fait lundi, mais en revanche, j'ai besoin que ce qu'il y a dans le cadre soit respecté dans la semaine. mhm, Et voilà, j'ai la liberté de m'organiser un peu comme je veux pour faire en sorte que ça soit atteint. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la semaine. mhm. Mais par contre, alors, je vais pas te mentir, je suis pas le genre de personne à faire un bilan tous les mois de ce que j'ai fait, pas fait. Bon, bref, Ah, j'allais te j'y poser la pense pas. question. C'est pas Ah non, évident. mais j'y pense pas. En revanche, tu vois, par exemple, je savais très bien en janvier dernier, en me mettant en freelance, que voilà, en juillet, je voulais avoir atteint 50 000 euros de chiffre Oui, d'affaires. ouais. Je savais que c'était mon objectif de chiffre d'affaires. Donc Donc voilà, tu bah, l'avais j'ai chiffré, ça charbonné c'est bien. voilà. C'est un peu sorti. Au début, je m'étais dit oui, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et je me suis dit soyons un peu d'humilité dans tout Mhm. ça. Je préférais fixer quelque chose qui soit atteignable et qui soit, enfin voilà, un peu challengeant, mais atteignable. Et là, tu vois, d'ici la fin de l'année, bah, du coup, je fais peut-être la transition avec un autre sujet, mais comme j'ai lancé mon podcast, Mhm. je me suis fixé un objectif par rapport au podcast qui est d'avoir fait un épisode par semaine d'ici la fin de l'année. Ok, mais... Et Mhm. en mettant un peu la pédale douce sur le chiffre d'affaires côté marketing, parce que je sais que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé et que là j'ai besoin de temps pour Pour tester autre justement chose. pouvoir développer le podcast. Mhm. Exactement. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait moi début mars. Pour démarrer, je m'étais fixé à diffuser un épisode une fois par semaine. Et bien sûr, tout le monde me disait, mais tu es fou, ça va te prendre beaucoup de temps sur t'as ton travail à la semaine, tu fais ça en soirée et week-end, tu manges sur ton temps libre. Oui, J'ai dit, mais c'est mon temps libre, au lieu d'être, bon, comme on ne pouvait pas sortir ou d'être derrière Netflix, ben, ça me permettait de développer autre chose, de ne pas pouvoir sortir. Et, et au bah, bien sûr. final, et au final, bien sûr, les premiers épisodes, les premiers montages, bon, ben, certains épisodes, j'avais du mal à les monter, ça me prenait 4 heures ou toute une journée parce que je m'y mettais, je revenais.
Et au fur et à mesure, au final, ça a été le coup de pied, parce que c'est un peu le coup près. Le mercredi 18h, il faut que l'article soit prêt avant, que l'épisode soit monté, il y ait l'audio, les gens qui ont été interviewés les valider avant. Donc c'est vrai que Oui. on se met des contraintes, et en se disant, mais bon, oui, mais si tu veux si tu veux que cette régularité soit là, tu es obligé de te mettre cette discipline. Ah bah oui, y a pas de secret, c'est du boulot, quoi. Ouais, Et c'est c'est de ce la que tu as dit au début. discipline. C'est ce que tu as dit. Ouais. On n'a rien sans rien. C'est qu'en travaillant et en ayant une certaine discipline. Mais revenons, alors, tu as parlé podcast. On est dans un podcast, on va parler d'un autre podcast. Je trouve ça très bien. Ça Ouais. fait presque une mise en abîme. Raconte-nous un peu. Alors ce podcast, il est particulier parce qu'en fait, donc voilà, moi je fais du marketing depuis assez longtemps Mhm, et j'ai toujours eu un peu cette sensation que mon métier, enfin voilà, si demain je meurs, ce qui arrivera d'ailleurs à coup sûr, mais voilà, si je meurs, si mon boulot meurt, si le marketing n'existe plus, le monde va pas moins bien s'emporter en fait. Et voilà, j'avais vraiment ce sujet de comment je peux avoir de l'impact à mon niveau. Et donc, ça fait plus d'un an que je me pose cette question. J'avais quelques pistes, mais rien qui me donnait vraiment envie d'y aller. mhm, Et puis, j'ai déménagé à Aix-en-Provence il y a un an et demi. mhm, Et j'ai réalisé que cette ville était juste extraordinaire et qu'il y avait des gens extraordinaires aussi. Bon, mhm. l'un va avec l'autre généralement. Je me suis dit, je vais aller rencontrer des gens. Donc, de fil en aiguille, je commence à rencontrer des personnes, un tel qui te présente une telle, quelqu'un qui est entrepreneur, l'autre qui travaille dans la politique, l'autre qui travaille dans la Mhm. culture, quelqu'un qui fait une asso. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a un moment, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts. J'ai aidé un ami à lancer son podcast et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas un podcast tout bêtement sur Aix-en-Provence, des gens qui habitent à Aix et un podcast qui soit destiné aux Aixois pour que les Aixois découvrent ces personnes qui dessinent aussi la vie locale, qui mènent des projets et finalement ces personnes qui pourraient être leurs voisins. Toutes les personnes que j'ai interviewées, si demain toi tu viens à Aix-en-Provence, tu peux les croiser au marché d'Aix, tu vois. Ok. Donc il y a vraiment ce côté de Donc, proximité donc, pour moi qui était important. Donc l'idée, c'était un peu de tisser un lien, de faire découvrir son voisinage par un autre. C'est un peu le journal local, mais à l'audio ou découvrir des portées. C'est marrant parce que c'est un peu le retour que j'ai eu au début quand j'ai commencé le podcast. Je me disais, mais sur quoi je veux faire? Mon idée au début, c'était bien sûr, je suivais un podcast en anglais, hein, j'en ai écouté beaucoup sur comment manager, ça s'appelle Coaching for Leaders, pour pas les citer, qui est très intéressant en me disant, mais je veux faire pareil en français. Et puis au final, je me dis, mais tiens, je vais interviewer les entrepreneurs parce que j'ai quand même pas mal de monde autour de moi qui se lancent, qui ont besoin d'un coup de main, et tu te rends compte que les gens, certains qui écoutent ces podcasts connaissent ces gens-là, parce qu'on se croise à l'école des enfants ou en ville, la communauté française d'Hambourg, qui est assez nombreuse, et Oui. puis il y a certains cercles, on retrouve toujours la même personne, ils me disent, mais Joël, j'ai eu des retours comme ça, Joël, c'est super intéressant, ces gens-là, on les croise, mais on ne sait pas ce qu'ils font exactement en détail, et c'est super intéressant de découvrir, ces gens-là s'engagent dans l'associatif, dans l'aide à l'emploi des Français à l'étranger, ou des gens qui sont entrepreneurs et qui... donc c'est vrai que, Bien tu vois, sûr. et c'est un peu ce que tu fais en local, donc ce podcast sur Aix-en-Provence, il est déjà en ligne? Ah oui, il est déjà en ligne. Le premier épisode est sorti hier. Oui, Ok. c'est ça, hier. Et depuis, à partir de cette semaine, c'est un épisode par semaine. Et puis voilà, donc c'est beaucoup de travail en parallèle, mais en fait, j'adore faire ça. Je crois que ça me passionne, ça me fait vibrer. Je ne peux jamais être fatiguée au moment où je vais aller enregistrer un épisode, simplement parce que je rencontre des gens passionnants qui font des choses tellement variées, Mm. qui ont des parcours tellement variés. Et voilà, ça m'enrichit énormément. J'apprends énormément sur la ville, sur l'histoire de la ville, sur les forces et les faiblesses de la ville. Mhm. Et finalement, tous ces éléments que ces personnes me donnent, que je vais transmettre aux auditeurs, c'est tout autant d'éléments qui aident n'importe quel Aixois à Mhm. devenir acteur local. Parce qu'on nous bassine beaucoup avec le local, voilà, tout ce qui est Ouais. la proximité, ce qui est proche de chez nous. Moi, j'ai vraiment aussi l'ambition avec ce podcast d'essayer d'aider les gens, de leur donner des billes pour pouvoir eux aussi faire vivre la vie locale et être acteur. Et c'est un exemple tout bête, mais par exemple,
On a parlé dans un des épisodes de certaines librairies locales d'Aix-en-Provence avec une de mes invitées. L'idée, c'est de dire aussi aux auditeurs, plutôt qu'aller acheter sur le site Amazon de et la Fnac ou compagnie, sur ouais. Amazon, Ouais. voilà, il y a tel et tel et tel acteur qui sont peut-être à 2 pas de chez vous ou accessibles en voiture si jamais c'est trop loin. Allez-y. Déjà, les libraires à Aix sont quand même vraiment tous sympas. C'est tous des gens passionnés par la littérature. C'est toujours un bon moment d'y aller. C'est toujours très convivial. Donc voilà, allez-y. Et ça, c'est un moyen d'être acteur. Et aujourd'hui, je trouve qu'on manque cruellement de billes pour voilà, passer à l'action. Et c'est l'ambition que j'ai un peu avec le podcast. Ah bah écoute, moi je trouve ça super parce qu'en fait c'est un peu l'idée que j'ai eue, mais plus à un niveau des Français à l'étranger. Bon, maintenant, de fil en aiguille, c'est ce que tu dis, on apprend sur les gens, on s'enrichit soi-même en interviewant ces gens-là, et puis par le fait que ces gens-là sont passionnés de leur sujet, les gens qui vont venir écouter ça par curiosité vont être inspirés. Je pense que c'est un peu ça, une mission de partage et d'inspirer les autres gens, de dire mais tiens, si une telle personne fait ceci, fait cela. Donc ouais, mais écoute, je souhaite une bonne continuation à ton podcast. On mettra le lien sur le blog associé à ton épisode. On arrive un petit peu à la fin de notre discussion. Est-ce que tu as une thématique pour aller plus loin ? Peut-être refaire une interview d'ici un an sur l'évolution. Peut-être que tu feras déjà une channel YouTube ou j'en sais rien, où tu viendras faire des liens avec Aix-en-Provence. Je sais qu'il y a un lien Hambourg-Marseille, hein, dans le sens échange économique. Mais Aix aussi. D'autres points à ajouter ? J'en ai pas en tête, ou en tout cas il y en aurait tellement que voilà, c'est peut-être pas le lieu de le faire tout de suite maintenant, sinon on va saouler tes auditeurs. Mais en revanche, ce que je peux ajouter, c'est que moi, c'est les sujets qui sont liés au freelancing, à la création de podcasts, à la création de projets, à la mise en mouvement, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, et je suis toujours ravie d'en discuter. Donc s'il y a des personnes qui ont envie d'en parler ou qui veulent partager leurs projets, je suis plus qu'ouverte à discuter avec eux et puis à échanger des messages. Donc voilà. Ok, donc ça nous fait venir un peu comment on peut te contacter. Écoute, le message est envoyé, je pense que ça fait un lien. Moi, je suis ravi de pouvoir tisser encore un lien entre Hambourg et vers Aix. J'ai des amis qui m'en parlent souvent, puisque dans l'aéronautique, les hélicoptères, il y a un gros pôle à Marseille et à Aix. J'espère, écoute, je pense qu'on va rester sur ce lien-là. On va mettre toutes les informations sur le blog qui est associé à cet épisode. Comment, maintenant, pour nos auditeurs qui seraient intéressés par la partie marketing digital que tu accompagnes pour les PME, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais au final, on a beaucoup parlé de ton expérience de vécu d'entrepreneur, ce qui est très bien aussi, hein, c'est un peu c'est le cœur de ce podcast. Comment on peut te contacter, Anne-Claire ? Le moyen le plus rapide, c'est de me contacter par LinkedIn sur mon compte. Je réponds assez rapidement, et puis je réponds toujours quand on m'envoie un message sympa ou un message cool. Écoute, je réponds juste pas aux bots. Je réponds plus aux bots. Ah, j'en ai pas programmé encore, mais c'est vrai que dans LinkedIn, c'est toujours bien de mettre un message, et je pense que c'est comme ça que je t'avais contacté aussi, hein, si je me rappelle. Ouais, exactement, oui, t'as complètement raison, c'était par LinkedIn. C'est comme ça, je l'utilise régulièrement, je vois des profils intéressants et je me dis, tiens, je pose toujours la question, je pense que c'est important. Il faut pas oublier que tout ce qui est réseaux sociaux, ce n'est que des outils, au final, c'est que des humains derrière, et je pense que j'ai envie d'envoyer ce message aussi. Quand vous vous mettez en relation avec les gens, ça sert à rien de cliquer mise en relation sans rien. C'est bien de dire, écoutez, j'aimerais savoir, j'ai vu votre profil parce que vous faites ceci, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, ou est-ce que vous pouvez me conseiller ? Je pense qu'on oublie un peu ça, on se cache tout derrière nos PC, et c'est un peu ce que tu fais avec ton podcast. Je trouve ça génial de retisser le lien en plus cette période un peu bizarre. Donc je suis vraiment ravi. Donc LinkedIn, et tu m'avais dit aussi pour la partie... alors est-ce que c'est le podcast sur Instagram ou sur... Oui, alors ça c'est j'ai créé en fait c'est mon unique, j'ai supprimé mon compte Instagram personnel parce que j'en pouvais plus de suivre la vie des gens qui finalement m'intéressent pas vraiment et me fait perdre beaucoup de temps. On est d'accord. Du coup j'ai créé juste un compte Instagram pour mon podcast, La Vie Aixoise. Donc c'est la.vie.aixoise, et c'est un compte où les personnes qui veulent me contacter par rapport au podcast peuvent le faire. C'est un lieu d'échange, et c'est là où je parle des actualités du podcast, où je partage
partage de nouveaux épisodes, voilà, classique. Eh bien, écoute, je pense que je vais le noter et puis je vais, après avoir enregistré, m'y mettre dessus puisque j'utilise aussi un peu Instagram dans ce sens-là. Peut-être pas suffisamment comme outil marketing qui est très puissant, hein, je trouve, très accessible. Bah écoute, Oui. c'est noté. Je te remercie beaucoup de ton temps et de cet échange qui est plein d'énergie. Je pense que tu envoies beaucoup d'ondes aussi assez positives à nos auditeurs. Je t'en remercie beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup Joël de m'avoir accueilli. J'étais ravie de passer ce moment-là avec toi. Très bien, je te remercie aussi. À bientôt alors. Ciao. Salut Joël. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, nous restons à Aix, et oui, en écoutant le premier épisode de la vie aixoise, bravo Anne-Claire au passage, Monsieur Joe a découvert l'entrepreneur Geoffrey Lougassi. Ce praticien combine l'hypnose avec la réalité virtuelle, au travers de casques VR pour traiter les phobies. De cela est né Infobia. Je vous invite donc mercredi prochain, dès 18h, à écouter Geoffrey. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous contacter aussi par notre compte Instagram, blog _ ou _ monsieur _ Joe. Ou bien sûr, lire sur monsieurjoël.blogspot.com. Et il me reste à vous dire à bientôt, portez-vous bien et restez curieux.